Cela fait déjà 2 ans et demi qu'elle dort en prison dans l'attente de son procès. Aujourd'hui, Carmen Bois, 23 ans, comparaît devant la cour d'assises du Gard. Elle va être jugée pour le meurtre de son père. Elle l'a tué d'une balle dans la nuque lors d'une dispute familiale. À quelques minutes du début de l'audience, elle reçoit dans la geôle du tribunal les derniers conseils de ses avocats. 2 ans et demi se sont écoulés. Vous avez tenté de mettre tout cela de côté, mais maintenant il faut replonger dans le cœur du débat. Voilà, donc c'est ça qui est important, Carmen. Et vous restez absolument sincère. Insincère. C'est ça. Voilà. Et avec ça, ça ira bien. Il n'y a pas de composition, c'est... Voilà. Vous livrez ce que vous avez vécu. Durant 48 heures, Carmen va devoir répondre de son geste devant un jury populaire. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis pas comme ça. Ils savent très bien que je suis pas dangereuse, que je suis pas un monstre. Carmen dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer son père. Elle aurait juste tiré pour lui faire peur. Elle est pourtant renvoyée aux assises pour homicide volontaire aggravé. Les proches de son père parlent même d'une exécution. Sa famille est désormais divisée en 2 camps, irréconciliables. Est-ce que ce mouvement, ça peut faire partir le coup de feu? C'est indispensable de faire cette manipulation. Plus d'une dizaine de témoins vont défiler à la barre. Des experts, des enquêteurs. Quand le coup de feu part, nous ne sommes que 2 dans cette pièce. Le papa et Carmen. Et des proches, parfois bousculés par les avocats. Il n'y avait pas de flamme et pas de fumée. Je ne sais plus. Comment vous savez plus? Vous ne pouvez pas croire un seul instant que ça corresponde à une vérité quelconque. Ça, c'est votre commentaire, hein? Oui, non, mais attendez. Je pose les questions que je veux, quand je veux. 48 heures d'audience pour décider du destin de cette jeune femme de 23 ans. La cour. Geneviève Perrin, la présidente de la Cour, va mener les débats pendant 2 jours. Cette magistrate expérimentée a déjà jugé plus de 300 affaires aux assises. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Madame Bois, je vais procéder au tirage au sort des 6 jurés chargés de vous juger, ainsi que des jurés supplémentaires. Juré numéro 15, monsieur. Le destin de Carmen commence à s'écrire maintenant. Responsable technique, 45 ans. L'avocat général et les avocats de la défense n'ont que quelques secondes pour garder ou écarter la personne qui s'avance. Agent commercial, ça c'est bien ça, faut garder. Ils sélectionnent de simples citoyens, tirés au sort sur les listes électorales. Juré numéro 25. La défense a le droit d'en écarter 4. Je récuse. Je vais faire Vincennes. Récusé par la défense. Les avocats de Carmen récusent les potentiels pères de famille qui pourraient se sentir en empathie avec la victime. Juré numéro 34. Récusé, Madame la Présidente. L'avocat général, qui représente le ministère public et donc l'accusation, rejette 3 femmes parce qu'elles ont l'âge de Carmen. Juré numéro 11, Madame... Récusé, Madame la Présidente. Je déclare le jury définitivement constitué. Madame Bois, levez-vous s'il vous plaît. Vous êtes donc accusée du crime d'homicide volontaire sur ascendant légitime, ce qui vous fait encourir la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, madame.
À peine les présentations faites, l'audience est suspendue un quart d'heure. Il s'agit d'expliquer aux jurés, qui pour la plupart ne connaissent rien au droit, leur rôle pour les heures à venir et de les mettre à l'aise. Bien. Alors, vous pouvez peut-être refermer la porte, voilà, qu'on soit entre nous. Ici, donc, on va se retrouver dans cette salle à chaque suspension d'audience au final, autour de la table pour délibérer. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucune question stupide et si vous avez une question, il faut la poser parce que votre voisin sera très content que vous l'ayez posée en se disant « bah oui, tiens, finalement, moi, je n'avais pas compris ça ». S'il vous arrive d'aller déjeuner ensemble ou individuellement avec quelqu'un que vous connaissez, vous ne parlez pas du dossier. En aucun cas, parce qu'autour de vous, il peut se trouver des avocats ou des personnes d'une famille, de l'autre. Pas de questions pour l'instant ? Non, c'est clair. Si vous avez des coups de fil à passer à votre famille, à vos employeurs, c'est le moment. S'il y a des fumeurs parmi vous, je ne peux pas... Être juré aux assises, c'est un devoir. Impossible sous peine d'amende d'y déroger. Et vous négocierez à ce moment-là... Élodie a 2 enfants et un commerce à faire tourner. Elle a dû prendre ses dispositions. Et oui, je suis toiletteuse à mon compte, donc j'ai quelques messages sur ma boîte vocale. Et comment vous vous êtes organisée ? J'ai pas pris de rendez-vous pour les jours où je suis censée être ici. J'ai pris des numéros de téléphone et des noms, leur expliquant que si j'étais pas tirée au sort, je les rappelais. Là, j'ai été tirée au sort, donc j'ai rappelé personne. Et il y a un manque à gagner ? Là, on est rémunéré 85 € par jour, ça ne me paye pas ma journée de travail. J'ai des charges et j'ai plein de choses à payer, mais bon, c'est notre devoir de citoyen. Comme toujours aux assises, les débats s'ouvrent sur la personnalité de l'accusé. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, pouvez-vous faire venir Madame Karine Poulain-Lebon ? Une enquêtrice sociale a été mandatée pendant l'instruction pour dresser le portrait de Carmen et éclairer le contexte familial. Bonjour Madame, connaissiez-vous l'accusé avant les faits qui lui sont reprochés ? Non. Vous allez jurer... Ce qu'elle va en dire à la barre peut servir ou desservir l'accusé. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je jure. Pour les besoins de cette enquête, je me suis bien évidemment entretenue avec mademoiselle Carmen Bois. Lorsque je m'interroge sur ses conditions d'éducation et de prise en charge, elle me parle bien évidemment de ses parents, son père, me précise qu'il a toujours été méchant envers elle, qu'il buvait quotidiennement, qu'il lui parlait mal, l'insultait, la disqualifiait, la frappait, lui interdisait bon nombre de choses, la menaçait constamment, menaçait de lui raser la tête, de l'emmener dans les montagnes, de lui brûler son corps, j'en passe bien évidemment. En tout cas, ce sont des menaces qu'elle prenait très au sérieux, me disait-elle. Carmen ne porte pas le nom de son père, Gabarry. À la naissance, il n'a pas voulu la reconnaître. Alors sa mère, je me suis entretenue avec elle. Monsieur Gabarry, selon Madame, bien, il était alcoolique, il buvait quotidiennement dès le matin, selon elle. Il était par ailleurs un homme infidèle et il lui imposait aussi des violences. Il estimait ces violences normales de la part d'un mari envers sa femme. Alors, leurs enfants ont bien évidemment moult fois assisté à ces scènes de violence conjugale. Elle n'est pas allée voir le père ni rien, elle a vu que des photos avec Carmen Bois. Alors que le profil d'un tyran domestique se dessine, les avocats de la partie civile, qui représentent la famille de la victime, ont le sentiment que l'enquêtrice prend parti pour l'accusé. Ils cherchent à la déstabiliser. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les membres de la famille de Basile Gabarry ? J'enquête sur la personnalité de Mlle Bois, qui, elle, n'a que très peu de relations avec la famille de son père. Donc je me suis attachée à entendre les personnes qui avaient un vécu commun et qui étaient susceptibles donc de m'éclairer sur son parcours de vie, sur sa personnalité. Ce qui veut dire que vous avez déposé une enquête totalement biaisée. C'est votre avis ? Totalement. Oui, madame, c'est mon avis, bien sûr. Et mon regret, madame, c'est que vous soyez là pour être entendu en tant qu'auxiliaire de justice. Monsieur le bâtonnier, et rapporter une enquête comme celle-là. Voilà mon regret. Opinion personnelle. Monsieur le bâtonnier. Tout à fait. Et heureusement. Très personnel. Et j'ai le droit de le dire. Et je le dis. Dites-le si vous avez envie.
Mais tout à fait. Ça reflète parfaitement l'esprit de ce dossier. Alors, s'il vous plaît, je n'accepterai pas des invectives de part et d'autre. Donc, je vous informe que s'il y a d'autres invectives, je suspendrai l'audience. C'est quoi cet incident-là avec le bâtonnier que vous avez dû rappeler avant? Ah, mais le bâtonnier a une forte personnalité et il marque ses positions et bon, c'est ainsi. Hein. Alors, je le rappelle à l'ordre, il se calme un peu, mais tout lieu de penser qu'il fera un petit peu de... il se remanifestera un peu violemment à nouveau au cours des 2 jours. Hein. Donc, on reprend 3h moins le quart. D'accord. Voilà. Donc, essayez d'aller pas trop loin. Non, on y est. Non. Bon, et vous savez ce que je vous recommande? Ne pas parler du dossier. Juré. Basile Gabarry aurait été violent avec sa femme comme avec sa fille. Pour que les jurés aient une image moins négative de la victime, l'avocat général a convoqué son employeur, qui lui avait fait gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à le propulser chef de chantier. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour accentuer le côté solennel de la cour d'assises, les témoins sans lien de parenté avec l'accusé doivent prêter serment. Monsieur, vous allez jurer de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Basile était avec nous depuis une vingtaine d'années et il a fait son travail correctement. J'ai jamais eu de problème avec lui. C'était un employé de bonne qualité. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Est-ce que vous avez entendu, est-ce qu'on vous a relaté des problèmes entre monsieur Gabarry et une collègue féminine sur les terrains, dans les bureaux, ou alors les 10 à 20 personnes qui étaient sous son autorité? Non, pas du tout. Merci, monsieur Marchal. Est-ce que vous avez des éléments à apporter à la Cour sur l'éducation éventuelle que monsieur Gabarry pouvait donner à ses enfants? Non, je n'ai aucune précision à ce sujet-là. Je ne connais pas la vie privée de Gabarry Basile. Donc c'est uniquement sur le terrain, je dirais, des relations professionnelles. Oui, tout à fait. Merci. Pas d'autres questions. Pendant l'audition de l'employeur, Pas de questions. Pas de questions. d'autres témoins attendent à l'écart. Ils n'ont pas le droit d'assister au débat tant qu'ils n'ont pas été entendus à la barre. Il faut éviter tout risque de pression ou d'influence. Bonjour. On a pas mal de retard. L'huissier donne des consignes à 2 des frères de la victime avant leur audition. Donc en fait, je vous explique en 2 mots. Quand vous allez arriver à la barre, chaque fois qu'une question vous est posée, vous devez toujours répondre en face de vous, même si ça vient de gauche, même si ça vient de droite, vous répondez en face, parce que, ça il faut bien le garder en tête, ceux qui jugent, c'est ceux qui sont en face de vous. Ok? Et si... 10 minutes. Comment? On met à peu près 10 minutes, 15 minutes. Quelques minutes? Ouais. Là-bas, quand vous êtes à la barre, oui. Ça dépend. Si on a 1 heure de questionnement, vous restez 1 heure. Mais bon, 1 heure, c'est rare. Hein. Voilà, on ne le souhaite à personne. Hein. D'accord? Au total, 4 membres de la famille de la victime doivent témoigner. À la barre, tous vont exprimer leur détresse, mais surtout leur colère contre Carmen. Avancez-vous. Bonsoir, madame. Vous êtes la mère de Basile Gabarry. Gabarry, c'est ça. Mon fils était très gentil. Et ce que je souhaite, c'est que ma petite fille elle soit condamnée au maximum. Parce que mon fils était très gentil. Elle faisait tout pour que sa maison aille bien. Et je ne m'attendais pas à une chose pareille. Oui. C'est tout que je veux dire. C'est tout? C'est tout. Et vous n'avez jamais rien vu de difficile dans la famille de votre fils? Non, 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 tout allait très bien. Tout allait très bien. Ouais. D'accord. Monsieur, vous êtes le frère de Basile Gabarry. C'est ça. Bien. Nous vous écoutons. Voilà. En parlant de mon frère. C'était mon frère ici.
Monsieur... Alors, monsieur, vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Monsieur, votre famille a un avocat. Vous verrez avec votre avocat s'il y a lieu... C'est bon, monsieur. On va vous faire entendre. ...de vous exprimer tout à l'heure. On va vous faire entendre, monsieur. Un instant. Cet autre frère n'était pas prévu sur la liste des témoins. Silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Mais Geneviève Perrin accepte de le faire venir à la barre. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, dame. Quel est votre nom? Un pouvoir souverain que seuls les présidents de cour d'assises possèdent. Simplement, mon frère, c'était un père de famille. Dès qu'il arrivait au travail, du matin au soir, il disait, pour ma fille et pour mon fils, je vais leur construire une villa. Pour ma fille en premier, derrière lui, il y avait un terrain. Il m'a dit, derrière mon terrain, ça sera une villa pour ma fille, qui est là. Et je ne comprends pas qu'on arrive à le salir comme ça. D'accord. Et toute la famille réunie qui me salisse à ce point-là, ça sort de mon imagination. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Pas de questions. Pas de questions. Au clan de la victime succède le clan de l'accusé, avec évidemment un discours radicalement opposé. De bien vouloir... La mère de Carmen, aujourd'hui handicapée par une myopathie, a eu 6 enfants avec Basile Gabarri. Je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Et je suis tombée amoureuse de lui. J'étais vraiment folle amoureuse de lui. Donc, du coup, je suis restée avec lui. Après, avec le temps, moi, je suis tombée enceinte. Et lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas? Non, il ne voulait pas. Il voulait que je le cache à sa famille. Quand j'étais dehors dans la rue, il fallait que je cache mon ventre. Il n'acceptait pas, en fait, que je sois enceinte. Et il m'a dit, t'as qu'à le jeter dans les chiottes. Voilà, c'est moi. T'as qu'à le jeter dans les chiottes. Mais moi, je voulais pas. Parce que c'est mon bébé, c'est ma fille. Moi, je voulais pas. Donc, je l'ai gardé. Oui. Une fois, quand ma soeur était voisine avec moi, j'étais chez ma soeur. Elle me dit, oui, c'est pas normal, pourquoi tu n'es pas là quand je rentre? Tu dois être à la maison, c'est ta place. Ta place, elle est à côté de moi. Tu es ma femme, donc quand je rentre, il faut que tu sois là. Il m'a mis sur le lit, il m'a bloqué, les mains, les jambes, et il m'a... Je crois que je n'allais jamais s'arrêter. Et c'est mes enfants qui m'ont sauvée. Parce qu'ils hurlaient, papa arrête, papa arrête. Et c'est là qu'ils ont arrêté. C'était toujours comme ça, toujours. Si vous aviez à définir votre fille en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez d'elle? C'est une merveille. Et elle est malheureuse. Et c'est à cause de moi, parce que j'ai pas su la protéger. Voilà, c'est là donc les questions d'où vient, vous répondez toujours de face. Vous êtes la grand-mère de Carmen Bois. Vos petits-enfants, avez-vous observé sur eux des traces de violence? Non, je n'ai pas observé, mais ils me le disaient. Ils vous disaient quoi? Que leur père les quand ils avaient fait une bêtise, ou même quand ils n'avaient pas fait de bêtise d'ailleurs, s'ils n'obéissaient pas à un ordre. Carmen, un jour, elle était malheureuse, je suis allé chez eux et elle m'a dit, mamie, pourquoi il est méchant? Pourquoi ma mère, pourquoi il est méchant avec nous? Je lui ai dit, je ne sais pas Carmen, c'est comme ça et je ne sais pas. Et elle me dit, mais tu crois que si j'étais plus gentille avec mon père, il m'aimerait? Elle me dit, si je lui faisais mieux sa glacière pour aller travailler, si je lui faisais à manger correctement à l'heure qu'il veut manger. Et je lui ai dit, je crois pas Carmen, je crois pas que ça s'arrêtera. Ça va? Oui, ça va. C'est difficile à suivre. Oui, un peu, oui. Il y a plein de contradictions. Mais vous allez petit à petit construire une vérité qui sera, en fonction des jurés, peut-être différente. Vous aurez, vous, une conviction, vous en aurez une autre, en fonction, vous aurez trouvé telle personne plus crédible, plus sincère, alors qu'en fait, peut-être qu'elle ment complètement. Mais ça, c'est très subjectif.
La vérité judiciaire, c'est ce qu'on recherche, nous, pour pouvoir prendre une décision. Mais la vraie vérité, il n'y a que ceux qui sont acteurs qui la savent. En fait, pour les résidus de tir, je les prends en charge. Ouais. Non, mais ça, moi, j'en parle pas des résidus de tir. Moi, je vais dire juste la trajectoire. Donc, Pour aider le jury à y voir plus clair, la Cour fait appel aux experts qui ont participé à l'enquête. Eux ne vont pas revenir sur le contexte familial, ils vont se concentrer sur les faits. Ils se basent uniquement sur des éléments scientifiques et apportent un éclairage souvent indiscutable. Le docteur Benzima est présent. Je vais lui demander d'approcher. Le médecin légiste est le premier à être entendu. C'est lui qui a pratiqué l'autopsie. Même si Carmen dit avoir tiré au hasard, le coup de feu, selon cet expert, n'a laissé aucune chance à la victime. La Cour vous écoute. Donc on a remarqué immédiatement une première plaie au niveau de la nuque, donc en région postérieure. Et on avait donc conclu à une blessure balistique qui était en fait au-dessus de toute ressource thérapeutique, parce qu'à la fois il y avait l'atteinte de la moelle, mais il y avait aussi une atteinte de la carotide et donc une hémorragie assez importante. Donc c'était la cause du décès. D'accord. Le décès a dû intervenir rapidement. Quand vous avez une atteinte de la carotide, c'est un décès qui survient dans la minute qui suit, quoi, assez rapidement. Merci. Je vais également vous demander de bien vouloir procéder au bris du scellé. Dans ce scellé, l'arme qui a tué Basile Gabarri. Monsieur l'huissier, vous l'apportez à monsieur l'expert. Juste après le drame, ce pistolet 9 mm a été expertisé par un balisticien qui semble confirmer la version de l'accusé. Carmen a tiré à une seule reprise et intentionnellement. Cette arme est un pistolet semi-automatique, donc c'est-à-dire que c'est une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement, mais l'action sur la détente ne permet de déclencher qu'un seul coup de feu. Si le chien est en position abattue, c'est-à-dire que le marteau qui est ici, si on presse la détente, on ne provoque pas l'armement. En fait, il faut que le chien soit redressé préalablement, soit manuellement, soit lors du recul de la glissière. Et là, on peut presser la détente et déclencher le coup de feu. Nous avons effectué des mesures pesées sur la détente. Et donc, lorsqu'on presse la détente, on a une pression moyenne à 3 kg 190. Et c'est une pression tout à fait normale pour ce type d'arme. Le mécanisme a été démonté. Il n'y a aucune trace d'usure suspecte qui permettrait de déclencher un coup de feu accidentel d'origine mécanique. Si Carmen n'a jamais nié avoir tiré, elle avance un argument étonnant. Pour elle, cette arme ne pouvait pas tuer. Son père lui aurait toujours dit que ce 9 mm était inoffensif, qu'il ne servait qu'à faire peur. Cette version du pistolet qui ne tue pas, son petit frère va la répéter à la barre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous aviez déjà vu le pistolet qui a été utilisé ce soir-là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il était là, ce pistolet, depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement, mais il était dans la table. Il le nettoyait de temps en temps. Et il jouait avec dans le terrain. Il jouait avec? Dans le terrain, il s'amusait à tirer par terre. Qui donc? Mon père. Votre père. Et vous, vous saviez qu'il existait, qu'il était là? Oui, mais il ne fait pas mal. Pardon? Oui, mais il ne faisait pas mal. Comment savez-vous qu'il ne faisait pas mal? Il nous l'a dit. Votre père? Oui, c'était juste pour faire peur. D'accord. Est-ce que j'ai bien compris? Votre père disait que le pistolet ne pouvait pas tuer? Oui. Vous l'avez entendu? Oui. Monsieur Gabou, Monsieur Bois, quel âge aviez-vous quand vous avez vu votre père s'exercer au tir dans le jardin? 13 ans. 13 ans. Très bien. Vous étiez où? Dans la maison, je le regardais à travers la fenêtre. Vous ne voyez pas la flamme qui sortait de l'arme? Non. Vous n'entendiez pas le coup? Oui, mais pour moi, c'était pour faire peur. Vous ne voyez pas la fumée qui sortait de l'arme, monsieur? Non. Donc c'était un pistolet qui faisait du bruit. Il n'y avait pas de flamme et pas de fumée. Je ne sais plus. Comment vous ne savez plus? Je ne sais plus. Enfin, monsieur, je ne peux pas croire un seul instant que ça corresponde à une vérité quelconque. Alors,
Ça, c'est votre Poser commentaire. des questions. Oui, oui, On non, en est aux quand questions. même, Votre commentaire, je on l'aura pose après. Les questions que je veux, Oui, quand les je questions. veux. Oui, oui. Et vous me laissez faire, s'il vous plaît. Et on a le droit de répondre à vos commentaires. Voilà, on a le droit de répondre à vos commentaires. Monsieur le bâtonnier, alors, vous posez des questions, il n'y a aucune difficulté. Le bâtonnier pense que le frère de Carmen ment. Mais il lui est interdit de faire des commentaires personnels sur son témoignage. Il a obligation de s'en tenir à des questions. C'est bien ça? Elle ne fait pas de flamme? Oui. Il n'y a pas de fumée? Pas dans mes souvenirs. Bien, d'autres questions? Non, merci. Je crois, monsieur. Non, 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 vous croyez rien du tout. Je crois ce que je veux. Non, non, et mais je vous le faites dis. pas- non, et je vous le faites dis. pas Je de crois qu'il commentaire. ment. Voilà ce que je crois. Vous direz ce que vous voulez, vous posez des questions, vos commentaires ne nous intéressent pas. Ah, Mimran. Voilà, ça suffit. C'est invraisemblable que ça se passe de cette façon-là. Alors ça suffit, l'audience est suspendue. Je me suis jamais permis de dire L'audience quoi que ce est soit sur vos suspendue. témoins. Jamais. Je suis correcte. Vous êtes incorrect. Vous essayez de faire pression. Non, mais non, ce type, vous avez vu ce type. Oui, je sais. Non, vous n'en aurez plus, on a fini, allez, c'est bon. Bon, je ne peux pas supporter ça. Bon, allez. Je ne le supporterai pas. Bon, allez, on n'écrira plus. C'est fini. Il n'a pas à l'agresser comme ça. Enfin, je sais pas. Putain, c'est horrible. Parce que, je veux dire, allez, il prend le pistolet, il tire, il s'amuse. Pour lui, c'était un jeu. Mais je veux dire, les voisins qui sont à proximité entendent quand même des détonations. Oui, mais les voisins, ils n'ont pas voulu parler. Oui, voilà, c'est incroyable. Policier. L'audience est ouverte depuis plus de 12 heures. Jusqu'ici, Carmen est restée spectatrice des débats. Bien, mademoiselle Bois, je ne veux pas que cette journée se termine sans qu'on ait pu vous entendre. Est-ce que vous voulez préciser certaines choses quant à votre parcours de vie? Sur ma vie en général? Oui. Bah, je peux vous en dire un paquet de choses. Je fais un tri. Nous vous écoutons. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parlez bien dans le micro. Pardon. J'ai toujours grandi comme mon père il m'a élevé. Donc j'ai toujours été droite, dans le respect. J'ai toujours aimé mon père et j'ai toujours aimé ma mère. Très tôt, j'ai pas eu droit à plein de choses. Il m'a laissé aller en primaire, il m'a rien dit. Mais par contre, pour aller en 6e, mon père il voulait pas. Et ma mère, en fait, elle a dû insister. Et donc il m'a laissé aller jusqu'en 3e. Quand j'étais en 3e, pardon, juste une chose, je savais que ce serait le seul diplôme que je pourrais avoir dans ma vie. Et comme j'aime l'école, je me suis dit, il faut absolument que je l'aie. Donc j'ai travaillé, et puis j'ai eu mon seul diplôme. J'ai eu mon brevet des collèges. Vous avez arrêté l'école finalement parce que votre père ne voulait pas que vous continuiez. Il m'a dit, tu iras jamais au lycée. Tu iras jamais au lycée. Est-ce que vous lui en vouliez à ce moment-là? Non, parce que je m'estime heureuse, parce que moi je sais lire, écrire et compter, alors que normalement je devais même pas rentrer en 6e. D'accord. Et moi, en fait, ce que je pensais tout le temps, c'était toujours bien faire les choses pour mon père. Je voulais toujours éviter qu'il s'énerve, qu'il soit en colère. Quand il allait à la douche, il fallait lui préparer tout. Donc il y a le pyjama, le slip, le pyjama, le slip, la serviette, donc la grande, la petite, le gant toilette. Il fallait que je vérifie pour le gel douche et le shampoing qu'il ne manque pas. Il fallait que je ferme la fenêtre et que je lui mette le chauffage en route. Donc voilà. Carmen, dites-moi, est-ce que vous aviez quelques instants pour vous? Oui, le soir. Quand mon père était dans son lit, je me mettais dans mon lit avec la lampe frontale et puis je lisais des livres. Je mettais la lampe pour pas que mon père il me voie en fait. C'était votre grand plaisir, la lecture? Oui, j'aime ça, madame. Ça vous apporte quoi? Je sais pas. Ça me calme et puis je pense pas trop en fait. Je me mets dans le livre et puis c'est l'histoire du livre, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Je me mets dans les livres. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller vous promener, voir des amis? J'ai pas d'amis, madame. Merci, madame Bois. Vous pouvez vous asseoir. L'audience est suspendue. Elle reprend à 9h demain matin. Carmen, essayez de dormir.
Hein? Ça pue là, ça sent bon. Hein? Ça pue, ça sent bon. Ça va. Pour le moment, on peut... Ça va. Demain, il y a un gros morceau. Hein. C'est l'effet. Hein. C'est l'effet. Il faut vraiment vous mettre dedans. Mais on vous reverra demain matin, Anne-Maryse. OK? Allez, essayez de vous reposer. Hein. Allez. C'est tard et on a fini comme un moment intense, émouvant, oui. Ça va nous faire du bien de prendre l'air. Oui, on ne va pas vous retenir parce qu'il est tard. Donc vous ne délibérez pas chacun dans votre lit. On s'en chargera tous ensemble demain. Voilà, essayez de penser à autre chose. Là, on a eu une grosse journée. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Enfin, ce qu'il en reste. Il est 22h30. L'émotion est encore plus palpable chez Carmen. Comment vous aviez vécu cette journée? C'est une journée qui a été très longue. Elle est très fatigante. Je me sens vraiment mal. Je suis fatiguée. Et même, j'ai l'impression que je réalise pas, en fait. Je suis là, je vous parle, je fais les choses, mais dans ma tête, c'est tellement bizarre que j'ai l'impression que c'est pas réel. La famille de mon père, ben, j'y tiens, en fait. Enfin, j'y tenais. Mais là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, ils s'en foutent de moi. Et en fait, ce qu'ils ont dit, ça me dégoûte. Parce qu'en fait, ils me salissent. Alors qu'ils savent très bien que je suis pas comme ça dans le fond, ils me connaissent. Mais juste pour là, parce qu'ils ont besoin, ben, ils mentent. Carmen retourne en cellule, à la prison de Nîmes. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième et dernier jour du procès. Est-ce qu'il est bon, notre café? Mais il est bon. Il est bon, son café? Ah, c'est toi qui... Dans 10 heures, ces jurés vont décider de la vie de la jeune femme de 23 ans et peut-être la condamner à perpétuité. Effectivement, c'est une journée importante, mais bon, personnellement, je me sens relativement serein, quoi. On a quand même affaire à une réalité, quoi. Ça s'est vraiment passé. Donc, puis on a un flot d'informations qui arrive assez conséquent. Donc, ouais, je me sens quand même pas hyper à l'aise, quand même assez stressée. Sur le fait de prendre une décision qui va impacter sa vie, comment Je le vivais très mal au début, et là, on n'a pas le choix, donc il va falloir le faire. On verra ça ce soir. Pourquoi vous le viviez mal? Qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'on ne peut pas choisir pour le sort de quelqu'un, c'est compliqué, je trouve. C'est sa vie qui est en jeu, quoi. Dans quelques minutes, Carmen devra faire face à la cour et revenir sur le jour du drame. Un moment crucial qu'elle a préparé avec ses avocats lors de leur visite en prison. Ça va? Oui, oui. Vous avez réussi à dormir? Un peu? Bonjour Carmen. Bon, là, on va vous demander de parler des faits. Hein, donc, il faut vraiment bien vous mettre dedans. Hein. Et c'est ça, madame, je crains de ne pas y arriver. Vous essayez, dans votre tête, de revoir les images. Okay. Hein, vous essayez de vous remettre les images dans la tête. Hein, vous revoyez. Hein, à partir du moment où il commence à vous faire charler j'ai l'arme, etc., hein, vous revoyez ce que vous faites. Vous essayez de vous revoir en train de faire ça. Mais vous allez y arriver. Hein, il faut, parce que d'abord, c'est votre peau. Hein, donc, il faut que vous y arriviez. Hein. Vous vous rappelez du geste que vous avez fait, cette espèce de geste circulaire dans le cours duquel vous avez tiré. Donc, il faut l'expliquer et il faut surtout réaffirmer, comme vous l'avez toujours fait au cours de l'instruction, au cours des débats, que vous n'avez jamais eu l'intention de tuer votre père. Alors ne vous laissez pas impressionner par les hurlements de la partie civile en face. Vous dites les choses telles que vous les avez vécues, telles qu'elles sont, ni plus ni moins. D'accord ? Allez, à tout de suite.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Madame Bois, alors, comment est le climat dans la maison le 1er avril au matin? Attendez, faut que je me... Moi, je vous dis comme ça vient parce que... Allez-y. En fait, il y a eu une bagarre. Et en fait, Ah oui, c'est bon. En fait, ma mère, elle était dans la cuisine. Et mon père, il parlait avec elle. Il lui disait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Enfin, il a engueulé. Et à un moment donné, il s'est mis en face d'elle. Puis moi, j'étais d'un côté, mon frère de l'autre. Et puis, il a pris tout son élan. Il lui a mis une très grande gifle. Et ça nous a fait bizarre parce qu'on ne s'entendait pas. Et donc, moi, je l'ai bloqué de ce côté-là contre le four, la colonne du four. Et mon frère de ce côté-là. Donc, on l'a tenu, on l'a poussé. On lui a dit, non, papa, non, 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 arrête. On était en pleurs, on n'était pas bien. Après, il a dit à mon frère, tu te mets contre moi? Tu te mets contre moi, tu te mets contre ton père. Et après, il a dit à ma mère, ben, c'est plus mon fils. Je vais vous mettre deux, une pour toi et une pour ton fils. Ben, là, c'est le sommet de la terreur. Hein. Et là, il me dit, ben, tu vas me la chercher avec 2 balles. Tu vas me la chercher? Avec 2 balles. Alors, vous allez chercher l'arme. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire avec? Ben, d'appuyer sur un bouton. Il y a un truc qui tombe. Après, je mets une balle. Mais il voit que c'est pas dans le bon sens. Donc, il me dit non dans l'autre. Donc, j'en mets une. J'en mets 2. Après, je referme. Ça, c'était facile. Après, il me dit de faire un geste en haut. De faire un geste? En haut. Oui, vous pouvez mimer comme ça. De tirer ce qui est en haut vers derrière. D'accord. Et après, ben, je savais qu'il aime bien leur faire peur. Je savais très bien ce qu'il s'amuse à faire peur, à faire peur, à faire peur, à faire peur. Et moi, mon père, il y a quasiment rien qui le calme. Et moi, je sais que quand lui, il a peur, enfin, c'est pas qu'il a peur, mais quand il est surpris, ben, de suite, c'est un peu comme quand il tape ou ça se calme. Et moi, je me suis dit, ben, puisque lui, il veut leur faire peur avec du bruit, ben, moi, je vais le surprendre, je vais aller plus vite, et moi, je vais faire du bruit. J'ai tourné comme ça au hasard et j'ai appuyé, et là, j'ai entendu un bruit. Mais le bruit, il était énorme, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas comme un pétard, c'est énorme. C'est énorme. Il y avait de la fumée partout, 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 partout. Ça sentait mauvais, ça prenait. Et après, ben, je vois ma mère et tout, ils arrivent, ils me crient dessus. Ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur dis, ben, il n'y a rien. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils étaient affolés comme ça. Et je suis allée voir et j'ai vu que ben, y avait du sang. Alors, est-ce que vous avez voulu tuer votre père? Ah non, madame, ça jamais de la vie, c'est mon père. Non. Non, 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 non. Je voulais juste que ce jour-là, il se calme. Dans le même temps, vous nous avez, et la famille de votre mère a expliqué que c'était vraiment très difficile, la vie dans la maison. Est-ce que, dans votre esprit, à un moment, vous n'êtes pas dit il faut que tout ça s'arrête, il faut plus ces violences, il faut... Non, madame, parce que mon père, il est ce qu'il est. Mais ça reste quand même mon père. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que... Ça me dégoûte ce que j'ai fait, je m'en veux énormément. Et c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir parce que c'est mon père. C'est mon père, il est à moi, c'est le mien. C'est pas parce qu'il crie, c'est pas parce qu'il tape que je vais avoir une idée comme ça. C'est pas possible, je suis sa fille, c'est mon père, c'est pas possible. Mademoiselle Bois, lorsqu'il s'agit de faire peur, dites-vous, à votre père, pourquoi vous n'avez pas tiré en l'air ou sur le sol? J'ai pas réfléchi, monsieur, j'ai voulu faire vite. J'ai pas réfléchi. C'est ce que vous nous racontez? Bah oui. Eh bien, je vous en remercie. Voilà. D'autres questions? La défense. Vous avez terminé les débats, j'imagine? L'avocat de Carmen va demander aux jurés de se prononcer sur une question supplémentaire pendant leur délibéré. Le geste de la jeune femme peut-il être qualifié de violence volontaire avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Il ne s'agirait alors plus du meurtre de son père, et Carmen éviterait la perpétuité. Dernière suspension d'audience avant les plaidoiries. Un quart d'heure de concentration pour les avocats avant de présenter pour la dernière fois leurs arguments. Comme oui, ça allait le faire sursauter et puis que...
hein, en leur disant mais en fait, de quel enfer il faut venir pour pouvoir arriver, pour dire ça de la maison d'arrêt, quoi, de la vie en prison. En face, l'avocat général a le pouvoir de réclamer la perpétuité. L'épilogue du procès est proche. Et ce sont les avocats des parties civiles qui ouvrent le dernier acte. Monsieur le bâtonnier Cabane, la Cour vous écoute. Oui, Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, vous savez, ça ne m'amuse pas, moi, de venir plaider contre une jeune fille qui a 20 ans, hein, et qui a vécu, je ne discute pas non plus, je vous le disais, une enfance et une adolescence qui ne sont pas celles qu'elle aurait dû vivre. Voilà. Mais on essaie de vous fourguer une fable. Et la fable, c'est quoi? La fable, c'est de vous dire, cette arme, dans la famille, on croyait tous que c'était un jouet, que c'était une arme fausse. Même pardi. Deuxième élément, et c'est la réunion de ces deux éléments, mademoiselle Bois, qui fait que l'acte homicide me paraît constitué, c'est la direction dans laquelle vous allez tirer. Alors que votre père est assis dans ce canapé, dans une position et dans une situation que vous ne pouvez ignorer, parce que sa nuque dépasse, vous allez tirer et Basile Gabarry va être tué sur le coup. Même si cette intention homicide n'a existé qu'une seconde ou 2 secondes ou 3 secondes. Il suffit qu'elle existe au moment où vous pressez la détente. Pardonnez-moi la formule, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle une... Vous seriez plutôt une fille bien. Voyez-vous jusqu'où je vais. Et je pense que dans votre vie de fille bien, il y a cette réaction face à un événement que vous ne supportiez plus à cet instant et vous allez exécuter Basile Gabarry. La balle dans la nuque, c'est une exécution capitale. Merci, monsieur le bâtonnier. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, madame la présidente. Avant de commencer, je dois vous affirmer que ce que vous jugez aujourd'hui, c'est un crime exceptionnel. Le crime de parricide. On est au sommet de la pyramide criminelle. Vous allez prendre en considération qu'elle a tué une personne, mais surtout son père. Est-ce qu'il était violent? Oui. Il était macho. Il était sexiste. Il était irrespectueux des femmes. Mais est-ce qu'on est dans une société où tous ces machos, il faut les exécuter? Je vous assure que la place de Gabarry aurait dû être devant un procureur, devant 3 juges, et, vu ce qu'il a fait, derrière les barreaux. Pas dans un cercueil. Elle a voulu le tuer, elle l'a tué, elle l'a fait, et la Cour n'aura pas de mal à trouver le mobile. Elle libère sa famille, elle libère sa mère. Mais j'estime qu'on n'a pas à faire justice à soi-même de cette façon. On n'a pas à exécuter un homme de 41 ans d'une balle dans la nuque alors qu'il est chez lui. Alors la peine. Une peine trop lourde, à mon avis, ça effacerait le contexte, ça nierait ce qu'elle a subi. Mais une peine trop légère reviendrait à lui dire qu'elle a bien fait et qu'elle n'avait que cette solution, alors qu'elle avait d'autres solutions. Je requiers 10 ans de réclusion criminelle. Merci, monsieur l'avocat général. L'audience est suspendue un petit quart d'heure. On a carrément changé mon opinion. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre une décision qu'on n'a pas fini. Il faut écouter vraiment jusqu'à la fin. Parce que des fois, on part sur...
ça. C'est bizarre. Pour moi, ça m'a changé. Je verrai avec les autres avocats, mais... Vous allez voir, ça va changer encore. Oui, voilà. Voilà, c'est pour ça, ça m'a... Oui, bah. Logiquement, vous allez encore changer. Oui, je vous l'ai dit hier, vous allez changer d'avis. Peut-être pas, mais enfin, si vous changez d'avis, ce ne sera pas étonnant. Voilà. Est-ce que les réquisitions de l'avocat général vous étonnent? Est-ce que 10 ans, c'est ferme, pas trop? Pour un meurtre aggravé, 10 ans, ça fait partie des peines basses. Voilà. On est donc sur meurtre aggravé, en cours en perpétuité. 10 ans, c'est bas. On réfléchira tous ensemble. Cette scène du 1er avril 2016, Carmen Bois est en garde à vue. Comme le veut l'usage, c'est la défense qui termine les plaidoiries. Le commandant de police passe la tête et il entend cette phrase. Mon papa va revenir et il va me gronder. C'est la phrase d'une criminelle, si je suis monsieur l'avocat général, qui pour quantité de mobiles aurait décidé de liquider son père. Alors ça nous conduit à la question de ce dossier que l'expert psychiatre pose dans des termes extrêmement simples et extrêmement clairs. Il vous dit: on a du mal à croire qu'une fille de 20 ans puisse imaginer qu'une arme ne soit pas mortelle. Et pourtant, ce sont ces mots, probable, il est probable que cette fille, c'est le mot qu'il a utilisé, n'avait pas conscience d'avoir dans les mains une arme mortelle. Il est probable. C'est beaucoup. Son père, il est dans sa tête, son père, il a tout envahi. Son père, il est comme une tumeur dans son cerveau, qui domine tout, qui envahit tout. Alors quand son père lui dit de prendre cette arme pour faire peur, elle ne prend qu'un instrument de la peur. Est-ce que Carmen a tenté, lors de cette première confrontation avec l'officier de police judiciaire, de dire le coup est parti accidentellement? Jamais, jamais, jamais. Carmen a toujours dit « j'ai appuyé sur la détente ». Est-ce que Carmen a tenté également de dire il y a eu une espèce d'empoignade, etc. et le coup est parti de façon accidentelle là encore? Jamais. Carmen a toujours dit la vérité. Et quand elle vous dit « j'ai pas voulu tuer mon père, j'ai jamais voulu tuer mon père, j'ai simplement voulu le faire réagir », on ne peut pas accorder de crédit à la parole qui est la sienne. Moi, je vous demande de rendre un verdict qui soit empreint de respect à l'égard de la parole de cette dernière. Je vous demande de faire en sorte que nous n'ayons pas, ni les uns ni les autres, à rougir de ce verdict. Monsieur l'avocat général, vous a livré Carmen, je vous la confie. Merci, maître Billet. Carmen Bois, levez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, je voudrais juste dire une chose, c'est que je n'ai jamais voulu tuer mon père. Merci. Asseyez-vous. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je déclare les débats terminés. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. Nous n'en sortirons qu'après avoir pris notre décision. Le jury va maintenant débattre dans le secret du huis clos.
les 6 jurés, mais aussi les 3 magistrats qui ont présidé l'audience. Chacun dispose d'une voix et doit voter coupable ou non coupable selon son intime conviction. Un scrutin à bulletin secret, renouvelé autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir une majorité de 6 voix. Il vote ensuite la durée de la peine. Vas-y. Ça va, Carmen? Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Ça va? Je vois la Un peu. Vous avez du mal à comprendre. Là. Allez, on y va. Bon, là, ça va faire presque 3 heures. Pas loin, hein? Ouais, donc ça devrait pas tarder, hein, puisque les délibérés sont souvent vers 3 heures. Voilà. En fait, ma vie, je vais la savoir dans pas longtemps, là. Si... Enfin, les prochaines années, en tout cas. Les prochaines années. C'est bizarre, madame. Tout s'est passé vraiment... correctement. Voilà, correctement. Et il n'y a pas un élément qui est sorti qui puisse vous être défavorable. Donc, de ce côté-là, on peut être relativement tranquille. Après, comme c'est un vote... Et puis c'est un jury populaire. Voilà, donc on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Il y a peut-être des gens qui sont totalement révulsés par ce que vous avez fait dans le jury. D'accord. Bon, on va remonter. À tout à l'heure. Et puis, on attend ça avec impatience. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. L'accusée Carmen Bois est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Basile Gabarri? La Cour et le jury ont répondu non. Sur des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 6 voix au moins. Carmen n'est donc pas considérée comme une meurtrière. Il n'y avait pas, selon le jury, d'intention de tuer. Seul le crime de violence volontaire a été retenu. De la lecture de ces articles, merci. En conséquence de ces réponses, la Cour et le jury condamnent Carmen Bois à la peine de 8 ans d'emprisonnement. Vous disposez d'un délai de 10 jours pour faire appel. L'audience criminelle est levée. Ça va aller là? Ça va? Tu vas pas tomber? Hein? Ça va aller, parce qu'on est presque aménageable. Hein? Même pas. Même pas. Même pas. Dans 6 mois, on dépose la demande, parce que sur 8 ans, tu as 2 ans de crédit de peine. Ça fait 6. Mi-peine, 3 ans. Tu as fait 2 ans et demi. Dans 6 mois, tu... Dans 6 mois, on peut... Allez, il reste 6 mois. 6 mois. Merci, monsieur. Je vous reverrai après ou pas? Ouais. Je viens te voir, je pense, jeudi matin, parce que dans 6 mois, tu les aménageras. Allez, ciao ma grande. Je viens te voir. Hein? Ciao. Carmen retourne dormir en prison. Elle ne fera pas appel de sa condamnation. L'avocat général non plus. Carmen Bois aurait pu être libérée courant 2019. Malgré l'espoir de cette nouvelle vie, elle s'est donné la mort le 24 décembre dernier au centre pénitentiaire de la Talaudière, où elle était incarcérée depuis plus de 2 ans.
Son avocat, Maître Billet, a été prévenu quelques heures après le drame par la mère de la jeune femme. Carmen a été retrouvée dans sa cellule le 24 décembre aux alentours de 5 heures du matin. Selon le directeur de la maison d'arrêt, il y aurait eu, à proximité du corps de Carmen, 2 ou 3 petits mots griffonnés, selon lesquels il y aurait eu une relation amicale qui se serait mal terminée, peut-être avec une autre détenue. Moi, j'ai vu Carmen une semaine avant. Je ne l'avais pas revue depuis le procès. On a eu un entretien qui a été assez long, dans lequel elle avait de l'espoir parce qu'elle repartait vivre non loin de sa famille, aux côtés de sa mère, avec des projets incontestablement. Elle voulait passer son bac, elle voulait ensuite pouvoir s'inscrire en faculté, mais il y avait toujours dans le regard de Carmen une sorte de tristesse, malgré tout, une sorte de résignation. Je ne l'ai pas trouvée rayonnante. On est peut-être passé trop vite à autre chose. C'est-à-dire qu'on a pensé que Carmen pouvait être véritablement sauvée, qu'elle allait reconstruire sa vie, qu'elle tournait définitivement la page. En réalité, le mal, à mon avis, était plus profond. Carmen a été inhumée hier dans les Ardennes, dans la plus stricte intimité.